Alors Antoine Lyon-Caen, on va parler maintenant de l'international, du droit comparé, qui est très important à vos yeux. Et c'est une expérience qui commence pour vous en 1983, à Pontignano, en Italie. Dans la Certosa di Pontignano. J'ai en effet été associé dès le début à une initiative italienne qui réunissait des Français, des Anglais, des Allemands, des Espagnols, qui était la réunion à la fois de quelques professeurs et surtout de jeunes chercheurs dans un lieu un peu mythique, qui était une chartreuse, avec un travail pendant une semaine de vraiment réflexion, d'analyse sur des catégories, des structures, des mouvements longs du droit du travail de ces pays. Et j'ai découvert donc une sorte de travail gratuit, sans enjeu, dans une Italie du XVIe siècle. C'était extraordinairement stimulant, pas seulement pour les doctorants, mais même pour ceux qui avaient un peu d'expérience, dont j'étais déjà à l'époque. Et ça a donné naissance à une sorte de mouvement d'ouverture au droit comparé dans tous ces pays. Il y a une génération, et peut-être 2 et 3, qui ont été ouverts, dessillés, ouverts à l'expérience comparative, comprendre que tout est relatif, comprendre que les constructions sociales sont les unes de telles données ici et de telles données ailleurs, comprendre que même les catégories utilisées qui peuvent être apparemment les mêmes par leur nom n'ont pas du tout la même consistance. Exemple, le contrat. Un contrat pour un Anglais, ce n'est pas du tout un contrat pour un Français, parce que le Français finit par considérer que les personnes qui contractent, les parties, ont une chair, des os, une âme, des réactions, alors que la formule anglaise est beaucoup plus abstraite. Il n'y a pas de chair de la partie contractante. Et ça a beaucoup d'effets sur la façon de penser le droit. Alors, ce mouvement, il a fait naître des thèses partout. En France, et j'ai eu la chance comme ça, de voir advenir vraiment des thèses comparatives. Il faut dire que la France a énormément de retard dans ce travail, et il est totalement anormal que, cette expérience ne soit pas valorisée quand elle existe, c'est-à-dire un doctorant qui a passé 1 an, 2 ans en Allemagne ou en Espagne, qui a travaillé, on ne valorise pas ce travail particulier qu'il a fait, et même d'une certaine manière, on va le suspecter un peu d'avoir fait du tourisme académique. Donc, même si la thèse montre quand même une consistance tout à fait particulière, ça n'est pas valorisé. Et alors, je ne parle même pas des enseignements. Alors, je ne devrais pas limiter ça au droit du travail, mais en droit du travail particulièrement, le contexte social, l'histoire, les rapports avec la dogmatique juridique sont tellement subtils d'un pays à l'autre que, évidemment, le travail comparatif devrait être considéré comme un point de passage obligé avant d'entrer dans la vie universitaire, c'est-à-dire avant d'être nommé maître de conférence
ou professeur. Eh ben, on est très loin du compte. Et alors que, par exemple, dans des pays comme l'Italie, le séjour à l'étranger, 1 an au minimum est nécessaire, et même le Japon, avec qui j'ai entretenu et j'entretiens des rapports vraiment passionnants, c'est un pays dans lequel, pour être nommé professeur assistant, vous devez avoir fait un livre comparatif. Donc, le temps de travail, le travail à temps partiel au Japon et en France, oui. Les sujets ne sont pas forcément des sujets de reconstruction du droit du travail. Il faut être méticuleux, comprendre les raisons. Ce qui est important, c'est surtout de comprendre les raisons des différences. Pourquoi c'est différent. Voilà. Et donc les thèses ont suivi avec des reconnaissances variables, il faut reconnaître. Et moi, je pense que ça a été, même pour moi, enfin, peut-être même, je devrais dire surtout pour moi, une expérience vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire, je ne peux pas imaginer parler d'un sujet sérieusement sans me dire, mais si j'étais professeur à, je sais pas, à Ferrare ou professeur à Valladolid, qu'est-ce que je dirais? Probablement, je vais m'en tenir là parce que je n'ai pas les données, je n'ai pas les connaissances, mais j'ai quand même beaucoup passé de temps pendant 20 ans. Le séminaire, j'ai pris ma part pendant 20 ans, jusqu'au 2002 ou 2003. Et je pense que toute une génération aussi a vécu cette expérience. Alors, ça a tellement d'importance pour moi, c'est que j'ai essayé de prolonger ça dans la naissance d'une institution, on va dire péri-universitaire, à la frontière de l'université, au début portée par l'université, le commissariat au plan, le CNRS, l'université de Nanterre et l'université de Dauphine au début, qui est l'institut maintenant qui s'appelle International pour les études comparatives, qui a notamment eu comme objet de développer des programmes de coopération avec des institutions publiques étrangères, pas seulement dans les pays de l'Union européenne, même l'essentiel, ça a été dans des pays autres, je pourrais en parler des heures, parce que notamment l'un des grands projets qui a été porté par l'Institut, et donc qui m'a amené à aller pendant 4 ans, pratiquement tous les 2 mois, en Russie, c'était le programme de soutien à l'état de droit en Russie. Au moment, c'est exactement dans la période où tout était encore possible, c'est-à-dire le passage entre Elstine et Poutine. Donc, vous devinez que si vous me lancez sur ce sujet, je vais vous ennuyer pendant des heures, parce que pendant 4 ans, j'ai observé ce qu'était la haute administration russe, les tribunaux russes, et cette, on va dire, colonne vertébrale sans laquelle on ne comprend pas la verticalité du pouvoir en Russie, qui est la procurature. Voilà, je n'en dis pas plus.